Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au concert européen de 1815 à 1914 qui établit tout un ensemble de principes, de règles et de pratiques qui contribuent, après les guerres napoléoniennes, à maintenir l'équilibre entre les grandes puissances et à épargner à l'Europe un nouveau conflit généralisé. Le système s'exprime à travers congrès et conférences et repose sur des valeurs de civilisation partagées. Il trouve ses limites à partir des années 1860 dans la montée en puissance de la Prusse, la mise en place d'alliances contraignantes en temps de paix et dans les évolutions profondes d'une diplomatie de plus en plus mondialisée. Vous voulez savoir plus sur la diplomatie et la guerre? Venez avec moi. À la suite de la guerre de succession d'Autriche et de la guerre de 7 ans, la Prusse s'était imposée dans les années 1760 comme cinquième grande puissance en Europe. Cela mettait fin à la position dominante que la France exerçait en Europe depuis 1659, bien qu'elle demeure la puissance la plus forte. Désormais, aucune des 5 puissances n'était à elle seule suffisamment forte pour dominer les autres, ce qui consolida la paix en Europe au moins jusqu'à l'avènement de la Révolution française et aux guerres napoléoniennes. Toutefois, l'apparition d'une véritable pentarchie dès la fin du XVIIIe siècle est fort contestée, car les 5 grandes puissances n'étaient pas encore tout à fait sur un pied d'égalité. La France notamment restait de loin la plus forte puissance militaire, alors que la Prusse était la moins importante des grandes puissances. Mais si la rivalité entre les Bourbons et Habsbourg a marqué l'Europe jusqu'en 1750, le renversement des alliances change la donne. Le congrès diplomatique n'a certes pas été inventé au XIXe siècle, la paix de Westphalie reste une référence historique pendant toute la période, mais la diplomatie de ce siècle a cela de moderne, qu'elle a développé diverses formes de diplomatie multilatérale. D'abord, la chronologie des congrès, réunions diplomatiques où les grandes puissances sont représentées, au moins par leurs ministres des Affaires étrangères, paraît déséquilibrée. L'époque de la Sainte Alliance voit se succéder les congrès de Vienne, Aix-la-Chapelle en 1818, Troppau en 1820, Leibach en 1821 et Vérone en 1822. Il faut attendre 1856 pour un sommet de grande ampleur à Paris puis à Berlin en 1878. Mais ce déséquilibre chronologique est trompeur, car il ne rend pas compte des réalités fluctuantes mais non négligeables du concert européen, système international qui caractérise le siècle écoulé entre la chute de Napoléon et le déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'Europe des congrès est née des dernières coalitions contre Napoléon. Le 5 février 1814 s'ouvre le congrès de Châtillon réunissant la Russie, l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre. Après la victoire des Alliés et la restauration en France, le congrès de Vienne se tient en septembre 1814 à juin 1815. L'Alliance entend désormais garantir les 2 principes constitutifs de la nouvelle Europe, la légitimité monarchique et l'équilibre européen, tout en dressant un rempart contre toute velléité révolutionnaire, qu'elles viennent de France ou d'ailleurs. Le tsar Alexandre Ier conçoit dans cet esprit le traité de la Sainte Alliance en septembre 1815, auquel Metternich et beaucoup d'autres ne croient pas et n'accordent guère d'importance. Bien plus, le socle de l'Europe des congrès est alors la quadruple alliance scellée entre les vainqueurs de Napoléon lors du second traité de Paris, 20 novembre 1815. Son article 6 prévoit de renouveler à des époques déterminées des réunions entre les souverains ou leurs ministres consacrés aux grands intérêts communs et à l'examen des mesures qui, dans chacune de ces époques, seront jugées les plus salutaires pour le repos et la prospérité des peuples et pour le maintien de la paix en Europe. Le concert européen est une expression particulière du système international fondé sur l'équilibre. Il se met en place à Vienne en 1815 et s'effondre un siècle plus tard avec le début de la Première Guerre mondiale. Il possède des caractéristiques qui le distinguent de l'ordre issu des traités de Westphalie et d'Utrecht au XVIIe et XVIIIe siècle. Même si fondamentalement les principes qui l'animent demeurent la recherche de l'équilibre des puissances. Comme le dit Jean-Bastien Durossel, le concert rassemble toutes les grandes puissances, mais uniquement les grandes puissances. Lors du congrès de Vienne en 1814-1815, elles sont 5 à se considérer mutuellement dignes d'en faire partie. La Grande-Bretagne, qui s'impose aux sorties des guerres napoléoniennes comme la première puissance mondiale.
la Russie, l'Autriche, la Prusse et la France, qui bien que vaincus demeurent un élément central du système et comme tel est invité à participer aux négociations et à rejoindre la quadruple alliance. La composition du concert reste donc étonnamment stable durant toute la période, ce qui contribue à l'efficacité du système. Une des principales innovations du concert réside dans la volonté affichée par ses promoteurs, notamment Calgary ou Metternich, de multiplier les contacts au plus haut niveau, celui des souverains et des ministres, comme à l'échelon inférieur celui des ambassadeurs, de façon à entretenir le système, à prévenir comme à régler les conflits. Ces nouvelles pratiques, qui trouvent à s'exprimer à travers congrès, conférences et réunions, ne reposent pas, comme ce sera le cas dans le cadre de la SDN ou de l'ONU, sur des règles écrites et des structures permanentes, mais sur une organisation alliant souplesse et pragmatisme. Elle s'appuie aussi sur les travaux de Paul Schroeder et Georges-Henri Soutou, qui l'ont bien montré, sur un socle de valeurs communes, de références partagées, le christianisme, le principe monarchique, mais aussi certaines valeurs libérales issues des XVIIIe siècle, qui facilitent la négociation et donnent au concert une dimension organique, loin d'un simple équilibre mécanique. Le congrès d'Aix-la-Chapelle consacre l'entrée de la France dans l'alliance des puissances. Les 5 grands, enfin au complet, sont censés former une sorte de directoire européen, chargé de maintenir le statu quo. L'empereur d'Autriche, François Ier, demande qu'on lui confie la mission d'intervenir seul contre la révolution de Naples pour restaurer Ferdinand Ier, roi des 2 Siciles. Le congrès de Vérone investit la France de Louis XVIII d'une mission similaire contre les libéraux espagnols. Mais en réalité, le consensus n'existe pas entre les grandes puissances. L'Angleterre est hostile à l'intervention armée dans les affaires d'un pays indépendant. Pour cette raison, l'Alliance ne survit pas à la question de la Grèce qui sera résolue par un concert restreint avec l'Angleterre, la Russie et la France. À partir du commencement de 1826, la quintuple alliance n'existe plus. Reconnaît Metternich pour le public, elle subsistait encore sous le sobriquet de la Sainte Alliance. Et comme telle, elle fut livrée au mépris des peuples par les meneurs du parti révolutionnaire. Si le concert européen ne pouvait prétendre à gouverner l'Europe, il pouvait aspirer à prévenir, à limiter ou à liquider certaines crises européennes. C'est sous cette forme plus modeste, avec des intermittences et des horizons moins vastes, qu'une nouvelle carrière allait s'ouvrir à son action bienveillante. Après la question de la Grèce, celle de la Belgique éclate en août 1830 et le 4 novembre s'ouvre une conférence européenne sur les affaires belges à Londres. Le lieu même est significatif, la conception anglaise du concert européen s'est imposée. Le principe de non-intervention a prévalu. Faute de ce moyen d'action, il faut savoir renoncer au statu quo et apprendre à négocier. Pour Palmerston, en acceptant de transiger dans la question belge pour maintenir la paix, les négociateurs se sont conduits comme s'ils formaient un cabinet européen. Le directoire s'est transformé en concert, moins ambitieux et moins rigide, mais plus souple et plus efficace. Lors de la crise orientale de 1840, le sort de l'Empire ottoman est en jeu, l'équilibre européen et la paix générale sont menacés. La France se retrouve isolée face aux 4 autres grandes puissances coalisées. Elle doit céder, l'isolement la condamnant à être exclue du concert européen. Situation intenable pour elle. La conférence de Londres en juillet 1841 termine l'affaire. D'une certaine façon, un processus semblable se dessine lorsqu'en 1853, la Russie veut étendre son hégémonie sur l'Empire ottoman. La France et l'Angleterre s'allient, cherchent à coaliser autour d'elle l'Autriche et la Prusse. Mais le succès n'est pas complet et la guerre de Crimée ne peut être évitée. Après la défaite de la Russie, le concert de la paix se tient à Paris de février à avril 1856. Le congrès de Paris, longtemps négligé mais mieux connu aujourd'hui, apparaît comme le véritable apogée de la diplomatie du concert européen. Non seulement les diplomates perfectionnent le procédé des négociations multilatérales, mais ils envisagent aussi de les étendre sur le plan politique, en prévoyant notamment que le sort des principautés roumaines soit fixé par une commission européenne, après consultation des populations sur le plan technique, en prenant des décisions collectives sur le droit maritime et en favorisant les conférences internationales sur la télégraphie,
les questions sanitaires, la navigation du Danube et plus tard sur les problèmes monétaires. Une vie diplomatique et juridique internationale s'est développée aux limites du politique, dans des domaines essentiellement techniques avec succès. Cet essor du droit international et l'émergence d'une communauté internationale se poursuivront même au temps des nationalismes. Au lendemain du Congrès de Paris, on a pu croire le concert européen capable de désamorcer les crises internationales. Tel est le cas lorsque surgissent les crises de Neuchâtel, puis du Monténégro, et plus tard celles du Liban ou de la Crète. À chacune de ces crises se réunit une conférence d'ambassadeurs des grandes puissances, et l'embrasement est évité. Si les affaires orientales ont donc vu fonctionner le concert européen, ce sera encore le cas lors du congrès de Berlin en 1878. Les transformations de l'Europe occidentale se sont faites en dehors du concert européen. L'Italie en 1859, 1860 et encore en 1867, la Pologne en 1863, le Danemark en 1864, l'Allemagne en 1866 et en 1870. À chaque fois, un congrès est envisagé, mais la guerre l'emporte sur la diplomatie, l'affaire du Luxembourg en 1867 faisant exception. Le Conseil européen n'a donc pas permis de gérer pacifiquement le mouvement des nationalités en Europe. Après 1870, il pâtira de la constitution de systèmes d'alliances diplomatiques figés. Mais il reste une réalité pour les questions orientales. Les conférences diplomatiques ont été nombreuses jusqu'à celle de Londres en 1913 au sujet des Balkans et extra-européennes. La conférence d'Algésiras en 1906 est la dernière expression de grande ampleur, mais marque aussi par le rôle nouveau des États-Unis l'entrée dans un nouveau siècle. Les logiques du concert se heurtent d'abord à l'inexorable montée des nationalismes, dont les manifestations révolutionnaires avaient jusque-lors été réprimées par les puissances au nom de l'ordre et de la stabilité du système. L'affirmation de la Prusse dans les années 1860, successivement victorieuse du Danemark, de l'Autriche et de la France, puis la naissance de l'Empire allemand en 1871, sont des éléments perturbateurs. La Grande-Bretagne, qui se lance au même moment dans des conquêtes coloniales, laisse faire. Elle n'est guère fâchée d'assister à l'effondrement du Second Empire, et elle n'a pas de toute façon les moyens militaires d'intervenir sur le continent contre l'armée prussienne. Tout un ensemble de facteurs peut expliquer l'échec final du concert en 1914. En premier lieu, la mise en place, dès les années 1880, à l'initiative de Bismarck, des alliances en temps de paix, puis la construction progressive de systèmes rivaux, la triplicite et l'entente, même si seules les alliances germano-autrichiennes et franco-russes sont réellement contraignantes sur le plan militaire. C'est toute la souplesse et l'efficacité du concert qui reposait sur la constitution d'alliances pour répondre à des situations spécifiques, qui sont ainsi remises en cause. La crise de l'été 1914 n'aurait sans doute pas conduit à un conflit généralisé si l'engrenage des alliances, des mobilisations et des déclarations de guerre ne s'était pas mis en marche. Plus profondément, c'est l'ensemble du socle culturel dans lequel se reconnaissaient les membres du concert, qui est contesté à la fin du XIXe siècle avec l'affirmation des nationalismes et des solidarités nouvelles à dimension. Le pan-germanisme, le pan-slavisme, qui s'emploie à dresser les Européens contre eux-mêmes. Le système, perverti et contourné, ne disposait plus en 1914 du pouvoir constructif et dynamique qui lui aurait permis de canaliser les rivalités politiques, économiques et coloniales des puissances. L'expansion européenne, la constitution des empires coloniaux et la mondialisation accompagnent dans le second 19e siècle l'exportation des logiques, des principes et des pratiques du concert hors du continent. La conférence de Berlin 1884-1885 définit les règles du jeu qui présideront à la colonisation de l'Afrique, la création du Congo belge ou le tracé des frontières afghanes en 1893, répondent entre autres à la volonté d'instaurer des États tampons entre impérialistes français, britanniques et allemands en Afrique, britanniques et russes en Asie centrale. Les Occidentaux imposent à la Chine, au lendemain des traités inégaux de 1858, de se doter d'instruments diplomatiques et d'adapter leurs codes et les pratiques en usage dans les chancelleries européennes. Ils montent une expédition militaire commune lorsqu'en 1900, les Boxers s'attaquent à leur représentation. Mais même dans le même temps,
L'émergence des nouvelles puissances comme les États-Unis et le Japon, l'importance croissante des facteurs économiques, financiers ou culturels dans les relations internationales, l'irruption de nouveaux acteurs privés ou publics, l'affirmation d'un nouvel ordre international fondé sur le droit et le principe de l'égalité entre les États, tel qu'il se profile lors des conférences internationales de La Haye de 1899 et 1907, révèle à quel point le concert à l'aube du XXe siècle n'est plus adapté aux évolutions profondes qui affectent le système et dont les dirigeants et diplomates européens n'ont pas toujours conscience. C'est aussi là que s'explique son incapacité à résoudre la crise de l'été 1914. Comme on l'a vu, l'Europe des congrès au XIXe siècle culmine dans trois grands moments. Le congrès de Vienne en 1814 et 15, le congrès de Paris en 1856, le congrès de Berlin en 1878. Entre ces dates et jusqu'à la crise finale de 1914, le concert européen s'est traduit soit par des congrès secondaires comme au temps de la Sainte Alliance, soit par des conférences diplomatiques, soit par des négociations multilatérales sur des sujets techniques, même au temps des nationalismes exacerbés. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.